Voilà, donc on arrive au XVIIe siècle, siècle de la grande tragédie que Boileau décrit en rétrospective, donc petite révision. Corneille, c'est avant Racine. Et après, Boileau va théoriser la tragédie dans ce qu'elle peut avoir de meilleur en reprenant en fait les grandes choses, les grands éléments qu'il y a dans les tragédies qui ont été les plus marquantes. Donc Boileau est postérieur, donc Boileau qui écrit l'art poétique, et postérieur à Corneille et Racine. Déjà, faire le point pour les questions relatives à la culture de cette époque. Donc Racine, c'est sous le règne de Louis XIV, c'est le grand tragédien. Il va faire des pièces bibliques sur la fin, parce que vous savez que Louis XIV va épouser, en secret, mais épouser quand même Madame de Maintenon, celle qu'il appellera Madame de Maintenon. C'était en fait Françoise veuve Scarron, celle qui avait gardé ces bâtards qu'il avait eus avec la Montespan. Donc là, on fait une petite révision du XVIIe siècle. Et il finit par l'épouser, et elle est extrêmement dévote. Et du coup, bon, bah, il arrête de coucher avec tout le monde déjà, Louis XIV. Bon, il commence à être vieux en plus. Donc, l'un dans l'autre, tout va bien. Et donc, il épouse Madame de Maintenon et il demande à Racine de faire des pièces bibliques. Et on aura Esther et Athalie qui reprennent des épisodes de l'Ancien Testament. Passons. Il a aussi écrit énormément de pièces liées à la mythologie. Et c'est celles qu'on étudie le plus souvent, c'est-à-dire notamment les deux plus connus, c'est Phèdre et Andromaque. Et en fait, aujourd'hui, comme on a parlé de la guerre de Troie, puis après qu'on a vu, on a récapitulé la famille des Atrides, qu'on a parlé de la tragédie antique, etc. Et ben aujourd'hui, je voudrais vraiment prendre Andromaque comme exemple d'actualisation XVIIe siècle du mythe. Donc comment le mythe grec, dans ce qu'il avait de grec, est transformé par Racine pour finalement coller déjà à l'économie de la tragédie, avec ce que vous avez appris au lycée, la règle des trois unités, etc. Mais on va aller très vite, hein. On va pas vraiment parler de ça. Donc, comment il transforme le mythe pour que ça rentre dans une tragédie, et surtout pour que ça s'adapte à l'esprit du XVIIe siècle. Et donc c'est ça que je voudrais voir, et donc il va changer un petit peu la mythologie, et c'est pour ça qu'il ne faut pas juste dire Andromaque reprend la guerre de Troie et la transforme dans une tragédie. Non, c'est plus subtil que ça, quoi. Donc je vais vous en parler un petit peu. Alors, dans Andromaque, on est 1 an après la fin de la guerre de Troie. Le grand guerrier de la fin de la guerre de Troie, celui qui a mis Troie à sac, c'est Néoptolème Pyrrhus. Donc à partir de maintenant, je dis Pyrrhus puisque c'est le nom qui va être employé dans la pièce Andromaque. Donc Pyrrhus a mis à sac la ville de Troie, incité au carnage, etc. Enfin, il a été un excellent chef de guerre. Et du coup, donc, on reprend notre schéma des Atrides. On avait vu la dernière fois que donc dans les lignées, vous aviez Agamemnon et Ménélas qui étaient frères, donc deux guerriers de la guerre de Troie, que Agamemnon était le père d'Oreste et que Ménélas était le père d'Hermione, donc, et que les deux avaient en gros promis que Hermione avait été promise à Oreste et inversement en fait. Donc le mariage était prévu entre les cousins, ce qui à l'époque est normal. Bon, après, on parlera des consanguins et de ce qui pose problème après. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Oreste est promis à Hermione et Hermione promise à Oreste. Mais le truc, c'est que, comme Ménélas est redevable à Pyrrhus, parce que Pyrrhus, c'est on l'a dit, le grand guerrier de la fin de la guerre de Troie, et ben, il veut le remercier, parce que c'est quand même à cause de lui, Ménélas, parce qu'il s'est fait souffler Hélène, que tout le monde a été conduit à Troie. Et donc, pour remercier Pyrrhus, il lui promet sa fille Hermione. Et donc l'histoire d'Andromaque est fondée sur ce mariage, sur ce mariage changé en fait, sur le fait que Hermione et Oreste étaient censés se marier et que en fait la fille de Ménélas a été finalement promise à Pyrrhus parce que Pyrrhus est le grand vainqueur, schématisant, de la fin de la guerre de Troie. Donc Hermione est promise à Pyrrhus, et évidemment, on reste là dans le baba, pour dire ça poliment. Voilà. Donc on est 1 an après la guerre de Troie,
On est en Épire, qui est une colonie grecque, je crois que c'est à peu près au niveau de l'actuelle Serbie. Donc Pyrrhus a eu le territoire de l'Épire en fait en récompense, et Hermione l'a rejoint puisque il doit l'épouser. On peut se douter qu'Hermione doit pas être dégueulasse puisque sa mère c'est Hélène et Hélène c'était la plus belle. Alors on peut dire que à moins que Hermione ait tout chopé du côté de son père, ce qui serait vraiment dommage. Mais à moins que Hermione ait pris tout du côté de papa, qui d'ailleurs est pas censé être moche, hein, mais en principe elle a quand même pris au moins une part de la beauté d'Hélène. Donc Hermione est censée être très belle. Donc c'est un beau cadeau de donner la fille d'Hélène à Pyrrhus, de donner Hermione à Pyrrhus, c'est un beau cadeau. Voilà, donc on est en Épire, on est 1 an après la fin de la guerre de Troie. Hermione a rejoint Pyrrhus pour qu'il l'épouse, et en fait Pyrrhus l'épouse pas. Donc ça va créer un petit drame, enfin un petit drame, ça va créer plein de morts, mais voilà, c'est la base de la pièce. Autre élément, en fait, dans le mythe, Pyrrhus, quand il est arrivé à Troie, a balancé le petit Astyanax du haut des murailles de Troie. Donc c'est un peu violent, hein, c'est balancer un bébé d'en haut. Voilà. Donc en principe, Astyanax est mort. Mais ça aurait pas fait une histoire tragique suffisante. Donc en fait, revival d'Astyanax, Racine, pour faire une pièce, une tragédie bien nouée, bien ficelée, a réanimé Astyanax, et donc dans la scène 1 de l'acteur, donc dans la scène d'exposition, on apprend qu'en fait, au dernier moment, Astyanax aurait été... on aurait substitué un autre enfant à Astyanax, et que donc Pyrrhus a bien tué celui qu'il croit être Astyanax, mais en fait qui n'est pas Astyanax. Donc, chez Racine, Astyanax n'est pas mort, et il est avec sa mère Andromaque. Bon, à la fin de la guerre de Troie, donc à la fin de la guerre, on partage le butin et les esclaves, donc la population du pays perdant en fait, les Troyens deviennent les esclaves des Grecs. Et donc on se partage les esclaves, et au partage des esclaves, Pyrrhus récupère Andromaque, et dans la pièce de Racine, le bébé qui va avec. Donc Andromaque est l'esclave de Pyrrhus. Et en fait, Pyrrhus serait fou amoureux d'Andromaque. Alors dans le mythe, il est vraiment... il l'aime bien, puisque dans le mythe, dans la suite de la mythologie grecque, on apprend que Pyrrhus a 3 petits bâtards avec Andromaque, mais ce sont des bâtards, donc... a priori, il lui a fait l'amour au moins 3 fois, donc ça implique qu'il aime bien sa petite esclave, mais qu'elle lui plaît bien. Mais dans les faits, dans le mythe, il aurait épousé, dans la mythologie grecque, il aurait épousé Hermione comme il se doit, et après, le mariage est stérile, etc., c'est une autre histoire, on en parle après. Mais la réalité qui a transformé Racine, c'est ça qui est marrant en fait, c'est de voir à quel point on s'arrange pour créer des problématiques liées au temps, et puis pour frapper les esprits, etc. Et donc c'est vraiment l'histoire grecque, le mythe grec, à la sauce 17e siècle qui a Andromaque, et c'est assez génial. Et donc, en fait, ce qui fait tout le problème dans la pièce de Racine, c'est que Pyrrhus veut épouser Andromaque. Et entre nous, ça se fait pas du tout d'épouser son esclave. C'est comme si vous disiez, voilà, un comte épouse sa servante, parce qu'il l'aime. Ça a dû arriver qu'un comte adore sa servante dans la société d'Ancien Régime, mais on l'épouse pas, ça ne se fait pas. Et c'est impossible que Pyrrhus ait voulu épouser Andromaque. Mais c'est ça qui va créer le nœud de la pièce de Racine. Donc, la pièce de Racine, c'est la chaîne de l'amour insatisfait. C'est-à-dire que Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, et qui est mort. On l'a vu dans l'épisode précédent. Donc en fait, c'est la chaîne de l'amour à sens unique. Mais en fait, tout ça pourrait pas trop mal se passer dans le monde grec, parce que finalement on épouserait les uns officiellement, et puis on coucherait avec les autres officieusement, et puis ça passerait quoi, ce serait pas les premiers, ce serait pas les derniers. Mais pour que ça fasse une vraie tragédie,
Racine a accentué cette histoire d'amour en mariage légal. Et donc ils veulent tous s'épouser les uns les autres. Donc en fait la chaîne à sens unique et devient tragique à partir du moment où on met la question du mariage au milieu. C'est-à-dire que Oreste veut épouser Hermione qui veut épouser Pyrrhus. Et en plus elle a le droit avec elle. Pyrrhus veut épouser Andromaque parce que son amour est si fort qu'il veut l'épouser. Et Andromaque est toujours fidèle dans son cœur à celui à qui elle était mariée, à savoir Hector, qui a été, comme on le sait, tué par Achille et trimballé joyeusement autour des murailles de Troie. C'est dégueulasse. Bon, voilà, donc ça c'est la base de la pièce et ce qui va créer le drame. Donc, en fait, la première scène, c'est Oreste qui arrive en Épire. Bon, il croise son meilleur copain, Pylade, et Pylade lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et Oreste lui dit « Bah en fait, je viens de la part des Grecs parce que on pense que comme Astyanax est encore en vie et que Astyanax est le fils d'Hector, quand il sera grand, il va vouloir venger son père. Et donc, il va devenir un de nos ennemis. Et comme il est l'héritier d'Hector, bah il est censé être très fort aussi. Et donc, ça va chier les bulles pour nous, quoi. Ce sera l'heure de la vengeance. Et les vengeances à la grecque, on l'a vu chez les Atrides, c'est pas très sympa, quoi. On se fait bouffer les enfants des autres. Bon. Donc, Astyanax représente une menace pour le monde grec en tant qu'héritier du plus fort des Troyens, Hector. Bon. Et Oreste dit ça, mais il dit « Mais aussi, je suis venu parce que, quoi que j'ai dit, je suis encore super amoureux de Hermione, et donc j'aimerais bien la rapatrier. » Il paraît que Pyrrhus l'a fait poireauter, alors qu'elle lui est promise, qu'elle commence à plus en pouvoir, et donc bon bah je vais lui dire arrête de te faire prendre pour une poire et rentre avec moi, quoi. Moi je t'épouse, je te fais des enfants, il n'y a aucun problème. Bon, donc il raconte ça. Et puis après, Oreste va voir Pyrrhus et il lui dit voilà, j'ai une mission de la part des Grecs. Ma mission, c'est que tu tues le fils d'Andromaque. Et Pyrrhus, qui aime Andromaque, évidemment, pense bien que s'il tue Astyanax, bah Andromaque va le haïr, quoi. Et donc, il lui faut une réponse officielle pour dire je refuse, mais pas passer juste pour un amoureux transi. Donc, toute la pièce repose sur, en fait, officiellement, on joue pour la politique, et officieusement, en fait, on réagit selon nos sentiments. Donc en ça, c'est une pièce qui est cruciale pour comprendre la complexité de l'intime et du droit. Voilà, ici, Oreste arrive en disant je viens pour Astyanax, mais en fait, il vient pour Hermione. Et Pyrrhus va lui répondre mais moi, je veux pas donner Astyanax pour des raisons politiques. Et en fait, il veut pas donner Astyanax tout simplement parce que il aime la mère d'Astyanax et qu'il veut pas se la mettre à dos parce qu'il voudrait bien se l'épouser. Voilà, donc Pyrrhus lui répond, en gros, il fait une réponse diplomatique, et enfin stratégique, et il lui dit mais attends, à la fin de la guerre de Troie, on a réparti les Troyens en esclaves, moi j'ai eu Andromaque, maintenant son sort ça regarde plus les Grecs, donc le fils d'Andromaque, il dépend de moi, et vous avez rien à voir là-dedans. Et donc Oreste lui dit donc les Grecs doivent voir en toi un fils rebelle, quoi, donc tu te rebelles contre les Grecs, tu leur obéis pas. Et lui, en fait, il fait un petit peu son indépendant. Il dit, mais est-ce que j'ai vraiment fait tout ça que pour les Grecs, quoi? Ma vie dépend uniquement des Grecs. Donc il le provoque un petit peu. Et il revendique son indépendance. Et il dit, c'est mon esclave, je refuse de livrer son fils. Et donc il met ça sur le plan de, est-ce que je suis en fait à la botte des Grecs ou est-ce que j'ai quand même mon pouvoir de décision propre, quoi. Il le met sur ce plan-là. Bon. Ensuite, il n'est pas idiot. Et il se dit qu'il va avoir un moyen de pression sur Andromaque. Et donc la scène d'après, il lui fait un chantage, mais miteux. Enfin, épouvantable, c'est très vilain. Lisez cette scène-là. Et en gros, il lui dit, voilà, bah, les Grecs m'ont demandé de tuer ton fils. Moi, je peux le faire, hein, je peux tuer ton fils. Ça dépend de ma juridiction, j'ai aucun problème avec ça. Mais en revanche, bah, si tu veux que je le sauve, bah, il faudra une contrepartie. La contrepartie, ce sera que tu m'épouseras. Voilà, bon, et Andromaque le snob. Et ça, Pyrrhus, il déteste être snobé. Bon, pendant ce temps-là, Oreste, il va régler ses petites affaires de cœur, et il va voir Hermione. Bon, alors Hermione, mais quelle que soit la scène d'Andromaque, elle est en pétard, en furie, elle est à bloc, quoi. Il n'y a pas un moment
où elle est calme, quoi, sauf quand elle est morte, quoi. Ah mince, j'ai fait un spoiler. Donc, voilà, donc il n'y a pas un moment où elle est calme, qu'elle soit heureuse ou qu'elle soit triste, elle est, mais, surexcitée, quoi, hystérique, quoi. Voilà. Donc en fait, Oreste va la voir et lui dit, voilà, je sais bien que Pyrrhus, il met du temps à t'épouser, tu dois être super vexée. Donc on dit jamais ça à une femme, donc elle lui en veut à mort. Donc tu dois être super vexée. Moi, je te ramène, je t'épouse, je te fais des gosses, on se love, tout va bien. Donc Hermione, elle lui dit quoi? Comment ça, Pyrrhus, il me dédaigne? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Et en fait, du coup, elle l'humilie en lui disant, t'es pas venu pour les Grecs, toi? T'es pas venu parce que t'avais une mission politique que t'es là à venir m'emmerder avec tes histoires de cœur? Je résume, évidemment, elle le dit en langage du XVIIe siècle avec plein d'alexandrins, avec une césure à l'hémistiche bien placée, etc. Mais en gros, le message en substance, c'est ça. Bon, on en est là. Et en fait, tout va se jouer sur le retournement de Pyrrhus. Ce qui se passe, c'est que Pyrrhus, comme il veut Andromaque, il va faire en fonction de ça. Bon, il revoit Oreste, et puis comme il est vexé du comportement d'Andromaque, Pyrrhus, comme elle l'a envoyé bouler et que Pyrrhus, je sais pas, c'est un grand chef de guerre, une esclave, on va pas bouler un grand chef de guerre. Enfin, il est hyper vexé, blessé dans son honneur, etc. Et du coup, il veut déglinguer Astyanax. Et évidemment, comme il veut pas dire que c'est une vengeance sur Andromaque qui le dédaigne, il le fait passer pour quelque chose de politique. Il voit Oreste et il lui dit, écoute, très bien, je vais me plier à ce que veulent les Grecs et je vais tuer Astyanax. Et je vais épouser Hermione. Et en fait, c'est terrible parce que Oreste, il se retrouve dans une position intenable. C'est-à-dire que d'un côté, il a une mission où il faut que Astyanax soit déglingué. Mais ce qu'il veut, lui, c'est que Astyanax vive parce que ça voudra dire que Pyrrhus a voulu épouser Andromaque et que donc il peut plus tuer son fils. Et si Pyrrhus épouse Andromaque, lui, il ramasse les restes, quoi. Il ramène Hermione avec lui. C'est laid. En fait, Oreste, c'est vraiment le ramasse-miettes, quoi. C'est celui qui est prêt à manger les restes. Il aime tellement Hermione qu'il est prêt à tout, quoi. Bon. Donc, quand Pyrrhus lui dit ça, Oreste s'étrangle de rage et il dit à son confident, il fait exprès, c'est pas possible, etc. Il fait tout pour m'embêter, parce qu'évidemment, on est des adultes, mais pas trop non plus dans la tragédie grecque. Et du coup, il dit, tant pis, moi je vais enlever Hermione, etc. Enfin bref, il pète un câble et il veut enlever Hermione. Et l'autre lui répond, parce qu'il connaît bien son Hermione, le confident de Oreste. Il lui dit, dans un bel alexandrin, quoi votre amour se veut chargé d'une furie. Donc il a bien cerné le personnage. Hermione, c'est une furie, quoi, elle en peut plus. Et il dit, mais qu'est-ce que tu vas ramener Hermione, elle est folle furieuse cette nana, qu'est-ce que tu vas t'encombrer d'elle? Enfin voilà. Donc, mais ça, c'est son point de vue. Oreste, lui, il aime Hermione et c'est comme ça. Bon, du coup, voilà, tout part en sucette à ce moment-là. Et là, Pyrrhus va revoir Andromaque et lui dit, écoute Andromaque, c'est ta dernière chance. Soit je trucide ton gosse, soit je t'épouse et je te promets de le protéger. Bon. Et là, Hermione, elle rentre, elle va voir sa confidente et elle est... ça l'a quand même troublée parce que... parce qu'elle aimerait bien sauver son gamin. Et du coup, dans un premier temps, elle rejette complètement. C'est la tirade que j'ai dit tout à l'heure, où elle rappelle la guerre de Troie, elle rappelle comment elle a rencontré Pyrrhus. Donc figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous nos frères morts se faisant un passage, et de sang tout couvert incitant au carnage. Donc là, elle revoit Pyrrhus, qui est là en pleine action de prise de Troie, qui met le feu au palais. Donc sur tous mes frères morts se faisant un passage, donc il écrase du cadavre, etc. Et de sang tout couvert, donc il est plein de sang troyen. Donc pour Andromaque, c'est vraiment la scène répulsive. C'est comme s'il avait du répulsif à Andromaque, quoi. Voilà, il est du couvert du sang de ses frères. C'est terrible. Et elle dit, voilà, comment Pyrrhus, peins-toi dans ses horreurs, Andromaque est perdu. Donc imagine-moi au milieu de ses horreurs. Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue. Et voilà, c'est la première vision qu'elle a eue de Pyrrhus. Donc évidemment, elle dit, non, j'ai pas très envie de l'épouser. Et puis elle réfléchit, ses fils, donc sa confidente, elle lui dit, tu sais, c'est ton seul moyen de sauver Astyanax. Et tout à coup, paf, Andromaque a l'idée qui tue, au sens propre et au sens figuré. Et elle dit, non mais c'est très simple, en fait, Pyrrhus c'est un homme de parole. Donc si je lui dis que je l'épouse, même si je meurs,
il va veiller sur Astyanax et veiller à ce qu'il ne meure pas. Et du coup, elle dit, bah en fait, j'épouse Pyrrhus et juste après, je me trucide sur l'autel du mariage. Ouh, sympa, bonne idée. Et donc, voilà ce qu'elle a décidé. Elle a décidé d'épouser Pyrrhus pour sauver son fils. Et elle se tuera juste après, mais son fils sera protégé. Donc, elle décide ça. Et du coup, mais Pyrrhus, il est en transe de joie parce que finalement, lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il va épouser Andromaque. Donc, il est fou de joie, fou de joie, fou de joie, fou de joie. Et il va voir Hermione et il essaie d'emballer la chose gentiment. Il lui dit oui, tu sais, c'était un mariage arrangé. Ton père ton père t'a donné à moi, donc j'imagine que t'as pas eu le temps de tomber amoureuse de moi. Donc c'est mieux comme ça, c'est mieux que j'épouse Andromaque. Toi, rentre chez toi. Épouse un homme qui t'aimera vraiment, qui aura pas Andromaque dans les pattes et à sauver son fils pour la nation, etc. Mais... Et en fait, Andromaque, elle aurait pu s'en sortir avec les honneurs, elle aurait pu dire oui, tu as raison, j'étais pas amoureuse de toi, je rentre chez moi, c'est pas grave, etc. Mais en fait, ça l'étrangle tellement de rage, puis je vous ai dit, tout le monde la prend pour une furie, et elle en est une, c'est pas une calme, quoi. Et du coup, quand il lui dit, tu m'as jamais aimé, donc c'est pas grave, c'était un mariage arrangé, elle s'étrangle de rage et dit, quoi? Je t'ai pas aimé? Tu te fous de ma gueule? Je t'ai pas aimé? Je suis ici dans ta province pourrie là, au lieu d'être chez moi, au milieu des miens, je me fais humilier en public, tout le monde a honte pour moi, etc. Et tu te dis que je t'aime pas. Donc voilà, bon, elle pète un câble. Et bon, en langage du XVIIe siècle, évidemment, donc ça donne « Je ne t'ai point aimé, cruel, qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes, je t'ai cherché moi-même au cœur de tes provinces, et j'y suis encore, malgré tes infidélités, et malgré tous les Grecs honteux de mes bontés. Je leur ai commandé de cacher mon injure, j'attendais en secret le retour d'un parjure, j'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rapporterais ce cœur qui m'était dû. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle, mais même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas ingrat, je doute encore si je ne t'aime pas. Voilà, donc ça c'est en langage du 17e. Quoi? Je t'ai pas aimé? Mais enfin je suis là, tout le monde a honte pour moi et pourtant je reste. Et je reste parce que j'attendais en secret le retour d'un parjure. En fait ça veut dire tu as parjuré puisque tu es allé vers Andromaque alors que c'était moi qui t'étais promise. Donc t'es un parjure, mais en secret, j'osais pas le dire parce que c'était la honte, mais j'attendais que tu reviennes à moi, que tu me rapporterais ce cœur qui m'était dû, donc c'est horrible, ça montre bien le problème de la chose, c'est que c'est un cœur qui lui est dû, un cœur ne doit pas être promis, un cœur doit battre pour quelqu'un, et donc elle espérait le récupérer, non pas parce qu'il l'aimait, mais parce que voilà, au nom de la loi, donc c'est encore ce problème de, voilà, qu'est-ce qui est au nom du droit, le mariage arrangé, et qu'est-ce qui est au nom du cœur, et qui est les sentiments qui gouvernent les personnages de cette pièce. Donc tu me rapporterais ce cœur qui m'était dû, et elle lui dit je t'aimais inconstant, donc je t'aimais même quand tu étais pas à moi, quoi, même quand tu en aimais une autre. Si tu avais été fidèle, qu'est-ce que ça aurait été? Et elle lui dit, et même maintenant que tu viens, donc, et même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas, donc, et même au moment où tu viens de me dire que tu vas épouser Andromaque, et ça va me tuer parce que je suis folle de toi, donc, et même à ce moment-là, ingrat, donc ça l'ingrat quoi, il n'y a pas à traduire, ingrat, je doute encore si je ne t'aime pas, donc même au cœur de la souffrance que tu m'infliges, j'ai encore de l'amour pour toi quoi. Donc en fait, Hermione, je me suis moquée d'elle tout à l'heure, j'ai dit c'est une furie, elle est jamais calme, quelle que soit l'émotion qui la traverse, elle est hystérique, etc. C'est vrai, mais aussi c'est une passionnée quoi, voilà, elle arrive à admettre que même au pire moment de sa life, elle est encore amoureuse de l'homme qui vient l'insulter quoi. Et c'est magnifique quoi, c'est là que dans les pièces on touche à ce sublime qu'on tend chercher les tragédiens, c'est des scènes extraordinaires quoi. Mais bon, je suis là pour vous raconter l'histoire. Donc voilà, donc Hermione vient de se faire éconduire, hein, disons-le gentiment, éconduire entre guillemets par Pyrrhus qui va épouser Andromaque et elle est désespérée quoi. Et donc en fait, juste après, elle dit
qu'on m'amène au reste. Bon, alors au reste à court, et cet imbécile, il vient, il dit quoi, on me cherche et tout, donc il fait son discours de beau gosse, et elle l'interrompt tout de suite, elle lui dit, tu me venges, je veux pas savoir ce que t'as à me dire, ne pars pas dans une déclaration d'amour, je m'en fous, mais tu me venges, et si tu me venges, si tu déglingues Pyrrhus, je te promets, je rentre avec toi, quoi. Et donc au reste, il en peut plus, il a enfin un moyen de se dire qu'il va rentrer avec Hermione pour de bon. Et donc lui, il est ravi, et du coup, il va. Donc ça, c'est raconté après, parce qu'on n'a pas le droit, dans la tragédie grecque, qui est un lieu épuré, on n'assiste pas aux scènes choc, donc on l'apprend plus tard, mais en gros, il va au lieu où le mariage de Pyrrhus et d'Andromaque est célébré, et en fait, il a à peine dit, donc il remet ça sur un plan politique, il a à peine dit oui, regardez, ce traître, il va épouser la Troyenne, et du coup, donc Andromaque la Troyenne, et du coup son fils va être sauvé alors que c'est une menace pour nous. Il a à peine dit ça que tous les Grecs qui assistaient au mariage se jettent sur Pyrrhus et le tuent. Donc les Grecs tuent Pyrrhus. Bon, Andromaque, elle a dû se suicider sur l'autel, donc pile de cadavres, Andromaque sur l'autel, Pyrrhus assassiné sur Andromaque, tout le monde sur l'autel, tout le monde sanguinolent, bon. Et en fait, au reste, donc il est tout fier, il arrive, il retourne voir Hermione, et il lui raconte l'histoire. Et il lui dit, oui, à peine j'avais ouvert la bouche que les Grecs se sont jetés pour lui, donc je sais, dans les faits, c'est pas moi qui ai planté mon arme dans le corps de Pyrrhus, mais bon. Donc en fait, commence à l'embrouiller comme ça, et elle lui dit, quoi? Il est mort? Mais pourquoi il est mort? Et elle lui dit, mais qui te l'a dit? Qui t'a demandé? Alors déjà, elle lui dit, n'impute qu'à toi ton lâche parricide. Donc en fait, ça veut dire, vas-y, arrête d'accuser les autres. Que ce soit les Grecs ou que ce soit... que ce soit les Grecs qui les tuaient à ta place, c'est toi qui les as incités à tuer. Donc c'est toi le coupable. Donc en fait, c'est juste émotionnel, quoi. En fait, elle le prend comme tête de turc parce qu'elle le supporte pas. Donc elle le rend cause de tous ses maux, quoi. Lui, c'est un abruti et il est allé tuer Pyrrhus alors que Pyrrhus, elle l'aime, etc. Et elle lui fait une scène, mais d'une modernité, mais troublante, quoi. Et elle lui dit, n'impute qu'à toi ton âge. Mais pourquoi qui t'a ordonné d'aller couper le cours d'une si belle vie? Qui te l'a dit? Et donc lui, il en revient pas, il dit, mais enfin, Hermione, c'est toi qui me l'as demandé. Et elle fait, mais abruti, est-ce que devais-tu croire une amante insensée, etc., etc. Donc elle lui dit, bon évidemment, un discours du XVIIe siècle, mais en substance, elle lui dit, mais abruti, est-ce qu'il fallait me croire quand je te disais ça? Fallait-il croire une amante éconduite, quoi, alors que j'étais au sommet de la rage? Est-ce qu'il fallait me prendre ce que je disais au pied de la lettre? Au reste, bien sûr qu'il l'a pris au pied de la lettre, il voulait la ramener avec lui, donc oui, il aurait fait n'importe quoi. Et donc Hermione, elle lui dit... donc qu'est-ce que tu as fait, abruti? Est-ce qu'il fallait me croire? Et lui, il dit, mais c'est ce que tu m'as dit, littéralement. Et elle lui répond, ne voyais-tu pas que mon cœur démentait ma bouche à tout moment? Donc est-ce que tu voyais pas que ce que je te disais, mon cœur le suivait pas? Et sincèrement, entre nous, même si Oreste l'avait vu, et Oreste l'a peut-être vu parce qu'il connaît son Hermione, il voulait pas savoir ce que pensait son cœur, lui voulait déglinguer Pyrrhus pour la ramener avec lui. Bon, voilà. Et donc, après, on apprend, toujours parce qu'on peut pas le voir, que Hermione est allée se tuer sur le corps de Pyrrhus. Donc, voilà, on a une pile de 3 cadavres. Et au reste, c'est la dernière scène, on le voit en train d'errer dans le palais, et il croise son confident, Pylade, là, son meilleur ami, enfin son ami, et Pylade lui parle, et en fait, au reste, il hallucine total, en fait, il est devenu complètement fou, et il dit, quoi, Pyrrhus, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu avais le corps transpercé de tous côtés, comment ça se fait? Et donc Pylade comprend que Oreste a complètement pété un câble, qu'il a vraiment versé dans la folie. Et en fait, vous savez, il y a une phrase très connue de cette scène-là d'Andromaque, où Oreste dit « À qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» qui est en général l'exemple que les profs de français donnent pour l'allitération en S, enfin pour l'allitération. « À qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Et en fait, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Et en fait, c'est parce qu'ils visualisent les Érénies dont j'ai parlé dans le mythe grec quand j'ai parlé des Atrides. En fait, donc là, on renvoie au mythe
Oreste est poursuivi par les déesses de la vengeance parce qu'il a tué sa mère, donc c'est un matricide. Et donc les Erinyes sont censés rendre fou celui qui a commis cet acte-là. Et donc elles ont des serpents sur la tête. Et donc il a cette vision-là, donc il a la vision de Pyrrhus qui est pas mort et il a la vision des Erinyes. Donc il y a bien le mythe grec qui est toujours présent, on a des rappels, des clins d'œil, etc. On voit comme il est transformé pour les nécessités de la tragédie du XVIIe siècle. Voilà, donc en gros, Andromaque se tue, Pyrrhus se tue, Oreste devient fou, donc